Alors historiquement, à chaque fois qu'une guerre éclate dans un pays producteur de pétrole comme l'Iran, eh bien c'est l'inflation qui se réveille. Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, les prix à la pompe ont déjà pris plus de 4%. Alors oui, on peut dire merci à Tonton Trump pour le timing. Mais attention, c'est pas juste une histoire de carburant. Si ça continue, c'est pas juste quelques centimes de plus à la station-service. Ça peut vite devenir plusieurs années compliquées pour ton pouvoir d'achat. Parce que l'inflation, c'est un genre d'impôt invisible, une sorte de taxe qu'on paye tous les jours sans finalement jamais avoir voté pour. Dans cette vidéo, on va revenir sur les grandes crises pétrolières du passé pour comprendre ce qui nous attend vraiment. Pourquoi certaines flambées ont été temporaires et pourquoi d'autres ont marqué toute une génération. Et surtout, est-ce que la situation en Iran est un simple épisode de tension ou peut-être le début d'un cycle inflationniste beaucoup plus long. Et en toute fin de vidéo, on parlera d'un détail très révélateur. Pourquoi, au moment où les premiers missiles ont décollé, eh bien, certains Iraniens et certains Américains se sont jetés sur le Bitcoin. Plus 30 centimes le litre de super ce 1er janvier 1974, 20% de hausse en un jour, un coup de massue. Le premier choc pétrolier et inflationniste qui est lié remonte à 1973 et la guerre du Kippour. Il s'agissait alors d'Israël contre une coalition arabe menée notamment par l'Égypte et la Syrie. En réaction, plusieurs pays arabes producteurs de pétrole utilisent l'arme énergétique. Réduction de la production, embargo sur certains pays. Résultat, eh bien, le prix du pétrole est multiplié par 4 environ. On parle d'un passage d'environ 3 dollars à près de 12 dollars le baril. Aux États-Unis, c'est l'inflation qui grimpe jusqu'à un pic autour de 12% sur 12 mois fin 1974. Et en Europe aussi, l'énergie devient un accélérateur de l'inflation. Le monde entre alors dans ce que l'on appelle la stagflation, c'est-à-dire la combinaison d'une inflation importante et d'une croissance qui ralentit. En gros, les prix montent, mais l'économie est à la peine. C'est la pire des situations économiques possibles, un vrai casse-tête pour les banques centrales. Alors à cette époque, la situation autour de l'inflation a tendance à durer dans le temps, et notamment parce que la dépendance au pétrole est énorme et que les anticipations d'inflation ne sont pas aussi efficaces qu'aujourd'hui. Les banques centrales réagissent un peu tard, et de façon plutôt peu crédible au début des problèmes. Alors si je te parle de cette période-là qui te paraît lointaine, c'est qu'elle a marqué durablement les politiques monétaires des décennies suivantes. En 1979, lors de la révolution iranienne, la situation est quelque peu différente, notamment parce que l'inflation est déjà particulièrement haute. La chute du Shah en Iran provoque une perturbation de la production et rapidement le marché panique. On entre alors dans un nouveau choc. Le prix du pétrole double à nouveau et comme l'inflation est déjà élevée, eh bien on rajoute quelque part de l'essence sur le brasier. Aux États-Unis, on voit l'inflation franchir des niveaux énormes. À la période 79-80 marque un pic sur 12 mois au-delà des 12%. Et là, il y a un nom à retenir, Paul Volcker, parce que la manière dont le président de la Fed a fini par casser l'inflation, c'est plutôt la manière brutale. Les taux d'intérêt montent jusqu'à quasiment 20%. Autant te dire que pour emprunter à cette époque-là, c'était plutôt compliqué. C'est aussi quelque chose qui s'est répercuté en Europe. Je ne sais pas si tes parents, peut-être tes grands-parents peuvent en témoigner, mais pose-leur la question, peut-être même à toi, quels étaient les taux d'emprunt dans les années 80. Tu pourrais être surpris. Alors si tu as l'information, tu peux aussi la partager en commentaire. Je pense que ça peut être intéressant pour les autres spectateurs. Alors j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais à ce stade, le message est simple. Quand l'inflation s'installe, tu as l'impression que tu payes direct maintenant. Mais la vraie facture est souvent payée bien plus tard par une politique monétaire violente et ça coûte nettement plus cher. Allez, un petit peu plus proche de nous, en 1990, c'est l'Irak qui envahit le Koweït, la fameuse guerre du Golfe. On a des tensions sur l'offre, le prix du pétrole qui explose, mais l'effet est plus court que dans les années 70. Alors pourquoi cette fois-là, c'est moins durable? Eh bien, tout simplement parce que la production mondiale est plus flexible, parce qu'on a une meilleure coordination internationale et parce que les banques centrales sont devenues nettement plus crédibles. Elles ont retenu les leçons du passé, donc ça se matérialise par une inflation temporaire dans beaucoup de pays. Pour ta parfaite compréhension, c'est aussi cette période-là qui motivera l'Union européenne à créer une monnaie unique, histoire de ne plus être totalement dépendant du dollar. Quelque part, la situation ne plaît pas aux Américains et en 2003, ils envahissent l'Irak. Conséquence des attentats de 2001 contre les tours jumelles, ils partent à la recherche d'armes de destruction massive qu'ils cherchent encore d'ailleurs aujourd'hui. Cette fois-ci encore, le pétrole monte plutôt progressivement et l'inflation mondiale reste globalement modérée. À cette époque, la croissance mondiale est forte, la mondialisation absorbe une partie des coûts et la politique monétaire est beaucoup plus stable. Et c'est finalement la crise du Covid qui fera plus de mal à l'économie et fera grimper l'inflation bien plus que les affrontements en Irak. Cependant, en 2022, la Russie rallume l'inflation après l'invasion de l'Ukraine.
Sanctions, tensions sur le pétrole, mais surtout explosion du prix du gaz en Europe qui fait exploser les coûts de l'énergie. Résultat, l'inflation bat de nouveaux records dans beaucoup de pays occidentaux. En zone euro, l'inflation globale atteint un pic à 10,6% en octobre 2022. Alors on pensait commencer à souffler un petit peu. Mais non, les États-Unis nous en remettent une couche. Depuis quelque temps, c'était plutôt pas mal. Le carburant à la pompe était pas trop cher, les taux de crédit étaient plutôt sympas. Bon, c'est vrai que pour l'alimentation, c'est encore un peu tendu, mais ce qui arrive demain promet d'être nettement plus compliqué. Parce qu'une crise pétrolière vient d'impacter absolument tous les secteurs d'activité. On pense en premier lieu au transport, mais non, ça va bien au-delà de ça. Parce que le pétrole, c'est une matière première centrale. Certes, comme je te disais, il y a les coûts de transport. Tout ce qui bouge a un coût énergétique. Les camions, les avions, les bateaux, bref, la moindre livraison coûte nettement plus cher. Donc si toi, tu ne prends pas ta voiture, tes produits, eux, ils ont tout de même voyagé. Ensuite, il y a la production. L'industrie dépend énormément de l'énergie, que ce soit pour chauffer, pour transformer ou pour produire. Le prix du gaz augmente. Par exemple, le prix de ta baguette, une fois cuite dans le four de ton boulanger favori, va aussi augmenter. L'agriculture n'est pas en reste, il faut faire tourner les tracteurs, les engrais sont produits à base de pétrole, il faut alimenter les pompes pour irriguer, il faut aussi transporter les denrées, le foin, le blé, le maïs pour les poules. Donc l'énergie touche ton alimentation. Alors aujourd'hui, le problème, quelque part, c'est l'anticipation. Un peu à l'image du papier toilette pendant le Covid, les gens se ruent sur la station-service parce qu'ils savent que les prix vont augmenter, donc ils alimentent quelque part la pénurie. Parce que ce qui est rare est cher, l'offre, la demande, bref, la base. Alors même si la situation se détend au Moyen-Orient, les entreprises prennent déjà des précautions et elles ajustent en général très rapidement leurs prix, leur budget et parfois même les salaires. Et là, tu peux te retrouver avec une situation qui déclenche une montée parabolique des prix. Donc quelque part, ce n'est pas que la guerre qui crée l'inflation, c'est la perturbation réelle ou anticipée de l'offre énergétique. Et la réaction des marchés, plus des entreprises, plus des banques centrales, tout ça contribue à créer une nouvelle inflation. Au passage, on va juste faire une pause. Bienvenue à toi si tu nous découvres aujourd'hui. Si ce sujet t'intéresse, que tu veux comprendre l'économie, la crypto-monnaie, la géopolitique sans savoir apprendre Doliprane, je t'invite à t'abonner en cliquant par ici et à activer la petite cloche des notifications pour être au courant de nos prochaines vidéos. Pense également à liker. C'est hyper important pour l'algorithme, ça met notre travail en avant et je t'en remercie. Avant d'aller plus loin à ce stade de la vidéo, j'aimerais bien savoir comment toi tu te protèges contre l'inflation. Est-ce que tu arrêtes de consommer? Est-ce que tu restes sur des actifs classiques comme les actions ou l'immobilier si tu as les moyens d'investir? Ou est-ce que tu fais partie de cette génération qui regarde Bitcoin comme étant une option plutôt sage? Je suis curieux de savoir, de voir où tu te situes. Je t'invite à me laisser ta réponse en commentaire. Alors, est-ce que cette histoire d'inflation est systématique? Est-ce qu'au final, ça va toujours se répercuter de la même manière sur notre porte-monnaie? Eh bien non, et c'est là que le conflit en Iran prend une tournure très particulière, très inquiétante aussi, voire même peut-être dangereuse. En fait, l'inflation autour du pétrole et donc toutes les conséquences qui s'en suivent dépend principalement de 4 variables. Les stocks. Si les stocks stratégiques sont élevés, quelque part, on va pouvoir amortir l'inflation. La capacité des autres pays à compenser, si d'autres producteurs peuvent augmenter leur débit, tu limites la casse. Ça, c'est quelque chose qui est concret. On n'a plus vraiment vécu cette problématique depuis la crise de 1973 et la guerre du Kippour. Mais tu vas voir que cette fois-ci, ça pourrait revenir. Ensuite, il faut tenir compte du contexte économique. Si l'économie est déjà en récession, la demande peut chuter et ça calme les prix. Si l'économie tourne fort, en revanche, le choc peut se diffuser plus vite, voire même très vite. Aujourd'hui, l'économie mondiale n'est pas au beau fixe, donc on va dire que ça pourrait passer. Et enfin, la dépendance énergétique. Dans les années 70, on avait une dépendance énorme. Aujourd'hui, les économies sont bien plus diversifiées, bien plus efficaces énergétiquement, mais certes, elles sont toujours sensibles. Et maintenant, on va aborder le cas spécifique de l'Iran. Le point clé, c'est le détroit d'Ormuz. Si tu retiens un seul endroit sur la carte aujourd'hui, c'est celui-là, c'est ce fameux détroit d'Ormuz dont je te parle maintenant assez régulièrement ici sur la chaîne. C'est un goulot d'étranglement majeur. En 2024, c'est environ 20 millions de barils par jour qui transitent en moyenne, c'est-à-dire 20% de la consommation mondiale de liquide pétrolier. Et donc tout ce qui va avec, les engrais, les produits dérivés, etc. etc. Donc quand ce passage-là est menacé, le marché n'attend pas de voir ce qui va se passer. Il price le risque tout de suite. Et c'est pour ça que ton plein te coûte déjà plus cher depuis ce week-end. À date d'aujourd'hui, 3 mars 2026, les infos rapportées indiquent une escalade du conflit, des menaces sur la circulation maritime et donc une tension directe sur l'offre et le transport. Résultat immédiat, sur le pétrole, le Brent est au-dessus des $80.
le WTI au-dessus des 76 $. Et c'est là que quelque part ça te concerne. Parce que quand l'énergie monte vite, même si ça ne dure que quelques semaines, tu peux déjà avoir une hausse des prix à la pompe, une hausse des coûts logistiques, une hausse des coûts de production. Et là, eh bien, les banques centrales sont vite prises au piège. Est-ce qu'elles baissent les taux pour soutenir l'économie ou est-ce qu'elles gardent des taux élevés, voire même est-ce qu'elles augmentent ces taux-là parce que l'inflation tend à repartir? Tu vois le problème, dans les deux cas, eh bien, ton portefeuille se retrouve mis à mal. Et c'est là qu'il va falloir bien surveiller ce qui se passe au Moyen-Orient. Parce qu'entre choc temporaire et un choc durable, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Pour faire simple, le premier scénario, le moins pire, un choc plutôt temporaire. La guerre trouve une issue ou un accord relativement rapide. Hormuz n'est pas durablement bloqué, la production n'est pas coupée trop longtemps. Pour rappel, l'Iran a déjà frappé plusieurs raffineries, mais admettons, dans ce cas, les assurances de fret se normalisent et le prix du baril redescend. En conséquence, on passe par le pic de prix, l'inflation remonte un peu, puis ça se calme. Un scénario qui se rapproche de celui de 1990 et la guerre du Golfe, ou encore de celui de 2022 et la guerre en Ukraine. Deuxième possibilité, beaucoup moins drôle, un choc durable, une guerre qui s'enlise. Ça, c'est un blocage prolongé ou un trafic très réduit pendant longtemps. Des attaques répétées sur les infrastructures, une baisse durable de l'offre qui ne peut plus être compensée par les stocks. Conséquence, cette fois-ci, le prix de l'énergie reste élevé longtemps. L'inflation est beaucoup plus persistante et les banques centrales sont obligées d'adopter une position plus agressive et la croissance reste sous pression. Et le pire scénario de ce même scénario déjà pas engageant, c'est le retour de la stagflation, l'inflation qui explose et la croissance qui ralentit. Tu retombes sur le cauchemar des banques centrales. Alors aujourd'hui, pour être parfaitement raisonnable, eh bien, on ne sait pas. Le conflit a démarré il y a à peine quelques jours, mais la réaction du marché de son côté n'est pas vraiment rassurante. Et le risque, lui, il est très clair. La durée du conflit et la durée d'une perturbation autour du détroit d'Ormuz. Alors il y a tout de même un point qui m'interpelle. Je ne veux pas rentrer dans la théorie du complot, mais on sait que Jérôme Powell s'en va dans quelques semaines, que Trump l'a assassiné publiquement en lui disant qu'il aurait dû baisser les taux plusieurs fois. Mais Trump, de notre côté, a choisi un successeur qui a pour habitude, puisqu'il a déjà siégé à la Fed, donc Kevin Warsh a pour habitude d'adopter une politique de taux élevé. Il est peut-être prématuré d'en parler maintenant, mais il semblerait qu'on s'oriente, si on met toutes les pions dans les cases, on s'orienterait vers une situation parfaitement anticipée par Trump. Une situation où le conflit pourrait durer dans le temps. C'est d'ailleurs plus ou moins ce qu'il a annoncé hier soir, lors de son discours. Il a dit que ça devrait durer entre 4 et 5 semaines, peut-être même plus. Sachant que les stocks de pétrole ne peuvent pas déjà absorber cette période-là. Pour ne pas te le cacher, je pense qu'on n'est pas si bien que ça. Mais on sait que ce genre de situation amène aussi son lot d'opportunités. Et bien entendu, on passe aux investissements dans l'énergie, dans l'extraction du pétrole, les énergies renouvelables, la bourse, etc., etc. Mais il y en a un seul qui adore l'inflation. Depuis le Covid, Bitcoin est de plus en plus perçu comme une protection contre l'inflation. Pourquoi? Eh bien parce que son offre est limitée d'une part, mais surtout parce que quand les gens perdent confiance dans la stabilité monétaire, eh bien ils cherchent des alternatives solides. Alors je vais être honnête avec toi, Bitcoin n'est pas une assurance parfaite et il y a certainement d'autres solutions aussi. Bitcoin est un actif volatile, il peut monter très fort et te faire transpirer pendant des semaines si tu n'y es pas préparé. Cependant, hier, on a eu plus de 450 millions de dollars d'inflow sur les ETF Bitcoin, c'est-à-dire que les clients des ETF, les rois de la finance traditionnelle, se placent sur Bitcoin. Après des grosses sorties en janvier et février, on ne va pas dire que l'engouement revient, pas encore, mais ça achète et ça se voit et c'est certainement pas pour rien. Regarde aussi ce graphique-là, la crise en Iran en 2020, le Covid, l'invasion en Ukraine en 2022, la crise des tarifs en 2025, le bilan à 10 jours sur Bitcoin est, on va dire, moyen. On a quelques points verts positifs par rapport au S&P 500 et alors, on est quand même pas mal sur Bitcoin. Maintenant, regarde ce bilan à 60 jours, c'est-à-dire 2 mois. Eh bien, Bitcoin est vert partout. Alors attention, comme je te le disais, il faut prendre un petit peu de recul. Aujourd'hui, les ETF en place depuis 2024, les marchés traditionnels représentent 50% des mouvements sur Bitcoin. Donc ça n'apparaît pas sur le tableau que je viens de te partager. Cette idée-là que Bitcoin est soumis aujourd'hui davantage au marché traditionnel. Donc du coup, ne te jette pas sur Bitcoin comme un mort de faim. C'est pas une solution miracle, du moins à court terme. En revanche, à long terme, dans la situation dans laquelle on est, je pense, et ça n'engage que moi, et ce n'est pas un conseil financier, je pense qu'il est pertinent d'avoir un actif qui soit décorrélé des banques centrales, des taux d'intérêt quelque part, de l'inflation,
Bref, un actif qui soit 100% à toi. Et ce genre de graphique, ce genre d'informations, au-delà des quelques signaux de trading que je te partage et des analyses graphiques de Guillaume, ce sont des choses qu'on vous partage dans notre groupe privé parce que pour investir en crypto-monnaie, il faut avant tout comprendre comment ça fonctionne. Je te laisse le lien vers la boussole crypto en description et en commentaire épinglé. Si tu souhaites nous rejoindre, on t'accueillera avec grand plaisir, que tu sois confirmé ou débutant, simple investisseur ou passionné de crypto. On va maintenant regarder attentivement ce graphique, ou plutôt ces graphiques, pour comprendre l'importance de la crypto. Les sorties de cryptoactifs de la bourse iranienne Nobitex ont fortement augmenté dans les minutes qui ont suivi la première attaque contre l'Iran. Les volumes des transactions sortant ont bondi de 700%. Les Iraniens, les clients de la plateforme, savent qu'il faut absolument coffrer un maximum de Bitcoin pour leur survie. Alors le danger, tu l'as vu, c'est pas juste le pétrole, c'est pas non plus l'Iran ou encore les États-Unis. Le vrai danger, c'est la durée. Pour un choc court, ça se gère, c'est absorbé, mais une situation qui s'enlise, un choc long, ça change toute une génération. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est peut-être le prochain cycle économique. C'est une inflation persistante, des taux élevés, un pouvoir d'achat encore davantage sous pression. On reste connecté, on va suivre de près le comportement du marché, on va rapidement savoir si le risque sur Hormuz est exagéré ou au contraire si le marché sous-estime un choc durable. Alors on verra dans les prochaines semaines si l'inflation repart à cause de l'énergie. Quoi qu'il en soit, tout cela me semble bien mal engagé. Et si jamais tu aperçois tonton Trump, tu lui diras un gros merci de ma part. Vu ce qui nous attend, ma conviction devient chaque jour de plus en plus forte. Quoi qu'il se passe, je suis prêt. J'espère que cette vidéo t'a apporté des informations pertinentes, que tu as aimé son contenu. Si c'est le cas, encourage-nous, like la vidéo, ça la pousse dans l'algorithme. Et puis moi, ça me fait plaisir de voir que vous appréciez ce qu'on vous partage. Abonne-toi en cliquant par ici si ce n'est pas encore fait. Active la petite cloche des notifications. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!